C'est quoi la limite? C'est quoi la progression maximale? C'est quoi ma marge de progression? Où on peut placer le curseur? C'est un petit peu une hérésie de parler de test VO2 parce que la VO2, c'est juste une donnée que l'on va interpréter d'un test d'échange gazeux. Il n'y a pas d'optimisation pour moi sans individualisation. Ce n'est pas possible. La réalité n'existe pas. Seule sa perception qui touche l'individu est la réalité de l'individu. La science, dans ce métier, c'est le minimum. C'est le minimum. Mais quand tu dis c'est le minimum, ça veut dire que ça ne suffit pas. Déjà, premièrement, couvrons les besoins du quotidien. Ensuite, s'il y a des carences, il faut les déterminer, les identifier. À un moment donné, il faut expliquer des choses. Il faut expliquer rapidement, simplement, des choses très complexes. Et donc, il y a un parti pris. Et des fois, dans un parti pris, on accepte de dire des choses presque fausses pour que 80% du message soit compris. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxie permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxie pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peux également coupler le Moxie avec d'autres outils de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxie est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'1 an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE, pour un rabais de 5% sur moxiemonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Cyril, on est live sur le podcast, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très très bien, ça fait plaisir de te recevoir sur le podcast. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu vas te présenter dans un instant. On avait eu l'opportunité de faire un petit zoom pour parler de mon process d'analyse et tu avais 2-3 questions et on avait pu bien échanger sur le sujet tout ce qui est du testing de performance, testing métabolique, VO2, etc. Et je me suis dit que ce serait une chouette opportunité de te recevoir pour, on va dire, développer un petit peu plus sur ces sujets-là. Sans plus attendre, Cyril, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, salut Sean, bonjour à tous. Déjà, merci de m'inviter, de me recevoir chez toi, à distance, évidemment, avec les mesures barrières qui sont vraiment là exceptionnellement, on va dire, pertinentes et efficientes. Malgré la recrudescence de ce qu'on entend et l'amorosité ambiante, ne nous laissons pas abattre, les fêtes de fin d'année arrivent. Donc moi je suis Cyril Rissy, j'ai une double casquette, je suis à la fois sport scientiste et on va dire un athlète en fin de vie. Mon métier, c'est essayer au mieux d'accompagner les sportifs. Quand je dis sportif, c'est toutes les personnes qui ont envie d'optimiser leur performance dans un objectif précis. Et on va développer certainement à travers ce petit call, cette petite visio, pardon, un petit peu l'approche globale. Enfin, je ne sais pas, je vais essayer de répondre pertinemment, j'espère, à tes questions et à faire vivre notre entretien. Super. Qu'est-ce qui t'a apporté à t'intéresser aux sciences du sport pour commencer? C'est une bonne question que tu me poses, on me la pose souvent. En fait, je pense que j'ai déjà toujours fait du sport. Alors, j'ai un passé de footballeur quand même à la base, au tout début. Je suis ensuite passé par l'off-road, par l'enduro, le motocross, supercross. Et suite à une blessure et par opportunité, je suis passé de l'autre côté de la force, du côté lab tester.
et j'étais tellement, en fait, on va dire, embêtant et curieux que les sports scientistes, en fait, que les chercheurs m'ont dit, mais non, mais il ne faut pas que tu sois lab tester, il faut que tu reprennes un cursus universitaire et que tu es fait pour ça. Et donc, en fait, si tu veux, ça a été presque comme un cheminement naturel, je dirais. Mhm. Quelles étaient tes plus grandes questions au début quand tu as commencé à évoluer dans ce milieu-là? Je pense que celle que tout le monde se pose, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut définir et déterminer la limite? C'est quoi la limite? C'est quoi la progression maximale? C'est quoi ma marge de progression? Où on peut placer le curseur? Ça, c'est des questions que tout le monde peut-être te pose aussi. D'ailleurs, je vais progresser de combien? On peut progresser de combien? Mon potentiel est de combien? Ou à ton avis? Voilà, ça, c'est des questions qu'on se pose au début. Et plus on avance, plus on découvre de choses et plus on sait qu'on ne répondra jamais à cette question. Comment tu y réponds du coup quand un athlète te pose cette question? On me l'a posé récemment, tu as raison, on m'a dit, à ton avis, qu'est-ce que j'ai comme potentiel de développement après l'évaluation qu'on a fait? Et c'était, bah voilà, comme tu l'as illustré là, c'est pas facile à répondre, mais comment tu l'abordes toi cette question? Alors moi, en France, on a un proverbe ou une expression plutôt qui comprendre, parce qu'en général, la formulation que l'on fait, c'est qu'est-ce que tu crois que je peux avoir comme évolution? Et là, je réponds toujours, moi, la seule chose à laquelle je crois, c'est en Dieu. Pour le reste, je m'en remets à la science. Et la science, elle nous dit que chaque jour, en fait, on découvre des choses, chaque jour, on va pouvoir optimiser et que cela tient à si peu de choses, tellement de facteurs influent sur la performance, sur des détails, sur une plaque de verglas qui fait que tu te casses le tibia et que tu perds 6 mois versus ce que tu passes à côté, que tu les gagnes, que tu as un écueil dans ta vie. Donc, comme je dis toujours, l'important, c'est la longitudinalité, le sérieux, l'application que l'on met dans le travail. Et si on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui fait une veille scientifique au mieux de ce qu'il peut faire, alors on a des chances de pouvoir, on va dire, développer de façon, on va dire, linéaire des qualités. Ce qui est certain, c'est qu'on progresse. Pardon, je tape un peu fort sur la table. Ce qui est certain, c'est qu'on progresse à tout âge. J'ai des gentlemen athlètes de 70 ans qui progressent. Et c'est d'ailleurs l'approche qui est importante. On parle souvent de professionnel. Est-ce que c'est un sportif pro? Moi, j'ai vraiment une définition de cette chose-là qui m'est très spécifique. Je distingue deux choses, c'est-à-dire le professionnel qui vit de son sport. Et ensuite, je distingue pour moi celui qui fait son activité physique, qui réalise cette activité de façon professionnelle en optimisant ses performances, en étant sérieux, assidu, en cherchant à régler tous les détails, que ce soit de l'entraînement, de la récupération, de la mise en œuvre de stratégies avant la course, après la course. Quelqu'un qui a une approche globale, proactive, prophylactique de son activité et de son objectif. Parce que de toute façon, tout par-delà, quel est l'objectif de l'individu? Parle un petit peu de ton approche du testing de manière générale. Comment tu abordais le testing que tu effectuais il y a peut-être plusieurs années et comment est-ce que ton approche a évolué et où est-ce que tu en es maintenant? Ben, je te dirais, je vais te faire une réponse assez simple en fait et que l'on peut dérouler en la rendant très complexe. En fait, on partait du macro et on va vers le micro, tout en contextualisant en fonction de ce que l'athlète désire et ce que l'on cherche à monitorer. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas se perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des modes, il y a des phénomènes de mode comme partout. Par exemple, si on parle de la VO2, qui est l'un des tests dont on parle beaucoup, qui est un test un petit peu de référence, mais en fait, c'est un petit peu une hérésie de parler de test VO2, parce que la VO2, c'est juste une donnée que l'on va interpréter d'un test d'échange gazeux. Mais la VO2, en réalité, est-ce que c'est intéressant
pour un athlète de connaître sa VO2? Oui, cela peut l'être dans certains cas, mais dans 95% des cas, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Il y a énormément d'autres données très pertinentes que l'on peut obtenir lors d'un test d'échange gazeux, avec lequel on va aussi, pourquoi pas, déterminer la VO2, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de prépondérant. Sauf si, évidemment, on veut la connaître. Mais ce que je veux dire, ce qui est important, c'est on fait un test. Pourquoi on fait un test? Dans quel but on fait ce test? Et qu'est-ce qu'on va faire des données? Quelles données on recherche? Et qu'est-ce qu'on va faire des données que l'on va avoir dans ce test? Parce que avoir des données pour avoir des données, c'est bien, hein, ça fait travailler les gens comme moi, comme toi, c'est parfait. Mais ce qui est plus important derrière, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va les mettre au service de l'individu et de sa performance dans son effort cible. Donc, par exemple, disons qu'il y a… Dis-moi. Je te disais, je ne sais pas quelle est toi, ton approche là-dessus, quel est ton avis, par exemple. C'est intéressant aussi de… Ouais, bien sûr. Mon approche sur… alors, je pense, comme tu l'as dit, alors, de manière générale, quand je fais un test, comme tu l'as dit, il y a une approche assez générale. L'idée, c'est de pouvoir évaluer comment les différents systèmes physiologiques se comportent à différentes intensités, pouvoir en découler les domaines d'intensité pour pouvoir bien distribuer l'intensité d'entraînement pour cet athlète à ce moment-là dans le temps. Et je t'ai perdu 2 secondes, c'est possible. Dis-moi quand on est de retour. Dis-moi quand tu m'entends à nouveau. Tu m'entends de nouveau, Cyril? Ouais, alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça arrive. Ouais, j'ai rien bougé. D'un coup, on me dit votre signal est instable. Et alors, j'ai eu l'image fixe. Moi, j'ai continué à parler. C'est les aléas du direct. C'est pas grave. Ouais, On fait comme si rien ne s'était passé. On continue. Donc, je disais, je reprends où j'étais au départ. Une des choses qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre et de pouvoir voir comment les différents systèmes physiologiques se comportent à différentes intensités d'effort. Et à partir de là, pouvoir extraire des seuils et donc des domaines d'intensité pour cet athlète afin de pouvoir optimiser la distribution d'intensité de ses entraînements. Ça, c'est déjà la première chose. Faire en sorte que les entraînements soient faits à la bonne intensité pour que les adaptations recherchées puissent être générées de manière efficiente. Et ensuite, de cette analyse générale, pouvoir extraire certains axes de travail par rapport au profil de l'athlète et par rapport à ses besoins et de sa discipline. Donc, ça reste une approche qui est assez globale. Après, suivant l'athlète et suivant le sport, j'ai l'opportunité de plus en plus de faire des tests un peu plus spécifiques. Tu parlais du macro au micro, donc de faire des tests en situation ou des tests qui sont peut-être qui dévient un petit peu de la norme de ce que je fais d'habitude, qui est extrêmement intéressant d'ailleurs. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc, je pense que ton approche, elle résonne avec moi dans le sens où il n'y a pas une seule façon de le faire. Il y a autant de façons de le faire qu'il y a de réponses en fait que tu veux chercher là-dedans. Pour revenir à ce que tu fais toi, si un cycliste vient te voir par exemple et qui te dit ben voilà, je veux m'améliorer en vélo, je veux aller plus vite, je veux tenir plus longtemps. Quelles sont les questions que tu vas lui poser? Est-ce que tu as un protocole type que tu vas utiliser ou est-ce que c'est vraiment à chaque cas individuel, tu vas créer un protocole spécifique? Alors, merci de me poser la question, parce que voilà, on rentre en plein dans l'approche en fait, de la performance qu'on a. Alors, moi, j'ai absolument pas de standard. Mon standard est l'individualisation de la réponse. Dans le premier cas, donc l'athlète vient te voir et te demande quelque chose. Par exemple, de le préparer, de l'entraîner. La première chose qui va être importante pour moi, c'est qu'il me définisse clairement son objectif pour qu'on puisse que je puisse caractériser l'effort cible de son objectif. Premièrement, c'est la chose la plus importante. Alors, que ce soit la durée, donc ça c'est le temps que dure, entre guillemets, que va durer l'effort. Mais si c'est une course à étapes, par exemple, donc c'est la répétition aussi qui est à prendre en compte, notamment au niveau nutritionnel. L'intensité de l'effort, si on va être plutôt sur un effort continu, sur un effort stochastique, si la récupération va être complète ou incomplète. Donc le type de sport, tu m'as dit cyclisme, ça peut être un sport enchaîné, donc ça c'est important aussi.
quelles vont être les contraintes musculaires spécifiques, ça va être plutôt montagneux, plutôt pas montagneux, ça rentre en ligne de compte. L'environnement aussi, l'environnement c'est très important, la température à laquelle il va compétiter, si ça va être humide, l'altitude à laquelle il va compétiter. Après, on va voir aussi la chronologie, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir un décalage horaire, est-ce que ce sont des horaires différés de ceux qu'il a l'habitude de s'entraîner, parce qu'au niveau hormonal, ça va être un petit peu différent. Et là, on va déjà, tu vois, on a quand même dressé et brossé un petit peu l'objectif de l'individu. Ensuite, une fois que j'ai ça, que je sais caractériser l'effort cible, alors l'idéal, c'est d'avoir ce qu'on appelle un test event en situation. Mais par exemple, sur une course de vélo, si tu me dis, imaginons, c'est un contre-la-montre, bon, voilà, par rapport à la durée, on va arriver facilement à modéliser l'effort. Ça, c'est la base. Ensuite, donc on sait de quelle qualité on dresse le profil physiologique idéal dans l'effort cible. Ensuite, maintenant qu'on sait où on va déterminer d'où on part. Et là, donc, on va déterminer les capacités individuelles de l'athlète. Et ça, c'est vraiment important. Donc, en fait, on modélise le profil de l'athlète. Alors, on a différentes possibilités. On a le test labo traditionnel avec les échanges gazeux où on va déterminer les différents seuils, le RER, le métabolisme de base, le métabolisme à l'effort, toutes ces choses qui sont importantes. On va même pouvoir voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la capacité, parce qu'avant, on avait la capacité ventilatoire, la capacité, on va dire, plutôt vasculaire. Maintenant, on sait monitorer et suivre la capacité, ce qu'on appelle artério-veineuse. Est-ce qui se passe réellement dans le muscle? On va voir un petit peu comment aussi les réponses musculaires à l'effort, les répartitions d'utilisation des divers substrats énergétiques. On va établir d'autres tests terrain qui sont pour moi essentiels puisqu'on compétit sur le terrain. Donc, on va déterminer le profil physiologique de l'athlète. Là, ça va être la puissance à vélo à travers différents tests. Donc, en fonction de la durée cible, on va plutôt s'axer sur des tests. Imaginons que ce soit un contre-la-montre 60 minutes, par exemple, on va déterminer ce qu'on appelle la puissance critique, qui est la relation de la décroissance de la soutenance de la puissance dans le temps. On va faire par exemple un CP5, un CP20, où on peut coupler avec un CP3, un CP7, on peut faire tout ce qu'on veut en fonction vraiment du profil de l'athlète. Après, on va voir un petit peu comment se situe l'athlète. Est-ce qu'il a des défaillances? Par exemple, on sait que sur un effort de 60 minutes, on va voir sa capacité de soutenance de son SV2, par exemple, sur son CP5. Et si on voit, par exemple, cet athlète-là, entre, par exemple, le CP5 et un CP20, il est à 80%, on va se rendre compte que c'est un athlète qui est puissant, mais qui manque de soutenance. Donc, on va savoir où l'axe va être sur le développement, c'est-à-dire à augmenter la soutenance du SV2. Ensuite, à optimiser le coût énergétique à cette allure-là. On va pouvoir aussi monitorer quelle est sa cadence de pédalage idéale. Et là, on revient aux échanges gazeux et avec les labos portables où on peut le faire sur place, dire est-ce que 90 c'est la meilleure cadence ou est-ce que c'est 85 à la puissance cible qu'on aura déjà déterminée. Et ça, on va le monitorer, on va voir sa consommation énergétique, on va voir la stabilité, on va dire, de son glucose interstitiel. On peut aller très, 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 très loin. Mais n'oublions pas, on est juste parti de quel est l'effort cible, quelles sont les qualités. Une fois qu'on a mis en place, qu'on a vu les qualités qu'il avait par rapport à l'effort cible, on met en avant, en exergue les facteurs limitants qu'on va chercher à travailler. Et tout ça, évidemment, dans le temps qui le sépare de son objectif. Et là, on rentre dans l'individualisation de l'entraînement, dans le monitoring, dans le suivi. Il n'y a pas d'optimisation pour moi sans individualisation. Ce n'est pas possible. Voilà, chaque séance est analysée et en fonction des réponses à la séance, on va voir déjà si on laisse celle d'après ou si on la change, l'état adaptatif de l'athlète à travers le SNA, à travers différentes données qu'aujourd'hui on peut analyser. Ça permet vraiment d'avoir des choses très, très, très précises. On a beaucoup, beaucoup de chance aujourd'hui grâce à la science, mais n'oublions jamais une chose, c'est que tout ce que je viens de dire, ça ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est d'écouter l'athlète, d'écouter son feedback, parce qu'il nous dit tout. Et évidemment, quand je dis ça, je grossis le trait, mais la corrélation et la longitudinalité de la perception de l'athlète face aux séances est quelque chose que je considère comme un critère objectif dans le suivi.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis là et je te rejoins tout à fait parce que mais la plupart des gens te diront que la perception, c'est subjectif et que les données sont objectives. Donc, parle-nous un petit peu de ce renversement, on va dire, du narratif, parce qu'à mon avis, tu as tout à fait raison. Ce que perçoit l'athlète, c'est le plus important parce que, bah, pour plusieurs raisons sur lesquelles je vais te laisser élaborer parce que c'est extrêmement intéressant comme sujet. Alors, ça c'est l'expérience qui me le fait dire, parce que quand tu es dans le labo, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans la performance, tu as le labo ben, qui est initiateur, on va dire, et qui est force de proposition, puisque la science, en fait, c'est une boîte à outils, en réalité. C'est une boîte à outils dans laquelle ben, on cherche à puiser pour utiliser sur le terrain. Mais la réalité, n'oublions jamais que c'est le terrain. C'est la contextualisation de la science sur le terrain. Et quand on fait un petit peu de préparation mentale, puisque si on considère que la performance, c'est 3 leviers, en fait, c'est le levier physiologique qui englobe absolument tout, musculaire, cardiovasculaire, etc. La nutrition, qui est un levier essentiel, et le mental. S'il n'y a pas ces 3 leviers, il n'y aura pas d'optimisation. C'est comme un tabouret. Si tu n'as que 2 pieds du tabouret sur les 3, tu pourras rester assis, mais tu ne seras pas hyper confort. À un moment donné, tu vas te lever. Voilà. Ces 3 leviers sont essentiels. Et dans l'aspect mental, ce que l'on apprend, c'est que la réalité n'existe pas. Seule sa perception qui touche l'individu est la réalité de l'individu. Et tu peux lutter contre ça. Si on est tous les deux dans la même pièce, tu vois, on est dans la même pièce, on est exposé à la même température. Toi, tu as chaud, moi, j'ai froid. Qui a raison, qui a tort? Personne. On a tous les deux raison. C'est tous les deux notre réalité. D'un point de vue scientifique, ça s'appelle l'idiosyncrasie d'ailleurs. Ça a un nom. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la réalité de l'individu. Et d'ailleurs, je vais te donner un petit exemple. Je développe peut-être un peu trop. Tu m'arrêtes parce que tu sais que moi, je peux parler. Voilà. Je t'arrête pas, Cyril, on est là pour ça. Donc, en fait, un petit exemple, parfois il y a des séances qui sont relativement difficiles pour les athlètes, je le sais, puisque je les fais toutes avant et je les connais toutes. Et parfois, la pré-fatigue va générer ce qu'on appelle une charge mentale encore plus importante. C'est-à-dire qu'avant que l'athlète fasse la séance, il se dit: oh putain, comment je vais faire pour passer ça et tout ça. Et là, parfois, même si on dit, mais alors après fatigue, on sait qu'on peut pondérer sur 7 à 10% de moins que la puissance cible. Là, quand c'est comme ça, ce que je leur dis, à cet exercice-là, l'important, ça va être que tu caches les watts. Tu gardes ta cadence, à la limite, tu gardes le temps, évidemment, hein, mais tu caches les watts. Tu le fais au RPE, au ressenti, puisqu'on corrèle en fait les zones de puissance au ressenti sur l'échelle de Borg. Et aujourd'hui, vu la pré-fatigue, ta perception de l'effort sera, on va dire, la validation que la séance a été bien faite. En fait, en faisant ça, tu diminues sa charge mentale. Déjà, tu diminues sa charge mentale. Et souvent, je leur dis, tu regardes que pour la dernière série si tu as envie. Ce que je veux dire, c'est que la perception que va avoir l'athlète de sa charge mentale, de sa charge. Alors, il y a la charge interne, puis il y a la charge externe, parce que même un athlète professionnel qui vit de son sport et qui le fait professionnellement, ce qui est rare d'ailleurs, hein, attention, hein, ce qui est rare, dans l'approche que je peux avoir dans une certaine forme d'idéal, hein, on va dire. Il y a quand même, tu as une vie de famille, tu as des choses tu as des agressions extérieures, et même si tu as que ça à penser, ça compte aussi. Et moi, je le prends vraiment en compte. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un wellness quotidien de l'athlète au lever, avec 5 curseurs, état de forme, l'humeur, douleur musculaire, sommeil. Et je leur demande de noter le RPE de la séance au global. Tu vois, c'est vraiment un suivi important, ce qui permet avec la charge d'entraînement de corréler le wellness à la charge d'entraînement et au pic de performance. Je corrèle ça aussi avec un suivi HRV pour voir si... Et ça permet aussi de... La longitudinalité, en fait, du rapprochement de toutes ces données permet d'être beaucoup plus pertinent sur la prévention d'une méforme ou de dire, bon, ben là, il faut mettre une récup. Et pour en revenir à la perception mentale, je vais donner un petit exemple intéressant. Un jour, j'ai fait une erreur qui m'a été hyper pertinente. C'est-à-dire que je me suis trompé dans le calcul de la puissance critique. J'ai mal rentré une donnée, je me suis un petit peu trompé et elle était un petit peu en deçà de la réalité. Et je me suis rendu compte qu'avec cette puissance critique un petit peu en deçà de la réalité, quand l'athlète il n'était pas très très bien,
il avait plus de facilité à être dans la zone cible, notamment quand tu es à 106% de la puissance critique, ce qu'on appelle en Z3, dans la zone polarisée. Du coup, quand il n'était pas super bien, il était en bas de zone, ça correspondait plus ou moins à une pré-fatigue. Donc, c'était ce qu'on cherchait à faire de toute façon. Et quand il était bien, il était hyper content d'être en haute zone, ce qui en fait lui donnait de la motivation, ce qui renforçait l'estime de lui et ce qui lui donnait encore envie de plus s'entraîner. Et je me suis rendu compte que parfois, sur certains athlètes, c'est pertinent de minorer parfois les puissances à atteindre. En tout cas, c'est l'expérience que je m'en suis faite. C'est extrêmement intéressant parce que on en revient à vraiment ce mariage entre la science, toutes les mesures qu'on peut prendre, et ensuite le mariage avec l'art du coaching et la mise en application de ces informations qu'on a pu collecter au bénéfice de l'athlète pour effectuer une performance donnée, soit à un moment donné, soit dans le temps comme tu le fais. Ouais. Je dis souvent, pour la science, dans ce métier, c'est le minimum. C'est le minimum. Mais quand tu dis c'est le minimum, ça veut dire que ça ne suffit pas. Ce qui est presque, je ne veux pas dire plus important, mais ce qui est très important, c'est l'expérience, c'est les allers-retours, le labo-terrain. C'est de dire, voilà, j'exerce cette stimulation sur cet athlète, il va répondre comme ça. Sur le prochain, je vais re-exercer celle-ci en changeant ce petit quelque chose qui va peut-être me permettre d'obtenir autre chose. En fait, c'est un perpétuel apprentissage que l'on a si l'on est suffisamment attentif et disponible en fait, pour recueillir toutes les données qui nous remontent. Parce que si tu regardes bien, on fait un métier où on est dans un testing permanent. C'est un labo à ciel ouvert qu'on a. C'est fantastique. C'est fantastique. Ouais, je disais ça à Maxime, un collègue avec qui est athlète et coach également avec des coureurs localement ici. Et je lui ai dit en partant de la journée de test, je lui ai dit si ça rentre pas dans mon sac à dos, je ne suis pas intéressé à l'utiliser comme matériel. Il faut que ce soit portatif, il faut que ça puisse être appliqué sur le terrain parce que c'est là où tu te rapproches le plus de ce qui va devoir se faire. D'ailleurs, on se réjouit de tester tout ça sur la piste d'athlétisme au printemps quand il fera un petit peu plus chaud avec Maxime. En parlant de perception, je serais très intéressé d'entendre ta perspective sur la place de la respiration et l'impact de la respiration sur la perception de l'effort et sur les performances également. Comment est-ce que tu approches ce côté-là autant du monitoring et ensuite du coaching également? Alors, je vais te donner mon expérience personnelle parce que pour moi, quand tu me dis respiration, je pense à une chose qui fait tilt dans mon cerveau. Pour moi, la respiration, c'est la clé de la performance mentale. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est l'une des clés de la concentration, la capacité de porter son attention sur ce que l'on choisit et de fait, de pouvoir, pendant un effort, d'être capable d'isoler et de scinder son objectif de maîtrise différent de l'objectif de performance, d'avoir un discours interne, d'être capable de se mettre dans un certain flow. Là, on parle vraiment d'approche mentale de façon professionnelle. La respiration va nous permettre aussi à vélo de gagner quelques pulses, la respiration ventrale quand ça devient difficile. C'est vraiment important d'être capable de maîtriser sa respiration. Mais comme je te dis, là, on rentre vraiment, quand on parle de ces choses-là, pour moi, on est vraiment chez des gens qui ont une approche presque holistique aussi de leur sport et leur vie en général. Alors, je ne suis pas, moi, même si j'ai fait des formations en préparation mentale, je ne me revendique pas être préparateur mental. J'ai juste fait ça pour, moi, mieux performer et surtout mieux comprendre mes athlètes et savoir parfois, quel levier un petit peu actionner pour donner un petit peu plus d'élan, pour passer certaines barrières. Et donc, au-delà de cet aspect mental, est-ce que pour toi, la respiration a un impact considérable sur les performances également? Est-ce que c'est quelque chose que tu coaches de manière structurée? Est-ce que tu recommandes certaines fréquences de respiration à différents types d'efforts, ce genre de choses? La fréquence respiratoire, honnêtement, je vais te dire pourquoi j'y attache. Alors, non. Je ne vais pas m'exprimer comme ça parce que ça pourrait être mal interprété. Je ne vais pas dire que je n'y attache pas d'importance, loin de là.
Je vais dire simplement que son monitoring par l'athlète le jour J à l'heure H est un peu trop invasif, même cognitivement, sur les choses à se concentrer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres leviers sur lesquels agir au préalable pour optimiser l'effort. Néanmoins, évidemment, que l'hyperventilation au SV1, ce n'est pas hyper intéressant. Par contre, l'hyperventilation ou une respiration spécifique peut être intéressante dans d'autres cas. On associe souvent aussi ces techniques respiratoires en fonction du sport cible. Si on est par exemple sur des mouvements acycliques ou des mouvements cycliques, je pense par exemple à des mouvements acycliques, notamment tous les mouvements de musculation ou des choses comme ça, où en fait la respiration ou l'expulsion va être accompagnée de l'effort. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais là on rentre là on est dans le micro par exemple. Pour moi, en fait, dans mon approche, là on est plutôt dans le micro. Ouais, peut-être, est-ce que tu peux développer un petit peu sur, tu as parlé d'hyperventilation au SV1 qui n'est pas super intéressant. Pourquoi ce n'est pas super intéressant? Pourquoi c'est peut-être intéressant de prendre conscience au grand minimum de comment on respire à basse intensité et qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ça? Ouais, déjà, on va prendre le point de vue d'un point de vue presque du rationnel. Optimiser sa respiration, c'est déjà être conscient de sa capacité pulmonaire, c'est-à-dire la capacité ventilatoire globale que l'on peut avoir. Plus on va inspirer d'air, plus on va prendre une grande quantité d'oxygène. Ça paraît très bête, mais c'est une réalité, puisqu'on prend 21% à peu près si on est d'oxygène dans l'air. Donc, plus on va inhaler une grande quantité d'air, où il n'y a pas que d'oxygène d'ailleurs, puisqu'il n'y a que 21% dans le meilleur des cas, plus on va être efficient en fait, dans chaque, on va dire, mouvement respiratoire. C'est-à-dire qu'on va véhiculer une quantité d'oxygène optimale par l'inspiration, on va dire, optimisée dans son volume, et tout notre système cardio-respiratoire et tout ce qui fait que la VO2 max, n'oublions jamais que la VO2, c'est le débit cardiaque max multiplié par la différence artério-veineuse. Dans le débit cardiaque, il y a le volume d'éjection systolique. Et le volume d'éjection systolique, c'est la quantité de sang que peut envoyer le cœur qui va se charger d'oxygène. Et s'il ne se charge pas d'oxygène de façon suffisante parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il n'y a pas assez d'air qui est inspiré à un certain moment, on va être moins efficient. On va être moins efficient si notre muscle n'est pas capable de capter une grande fraction de l'oxygène qu'on lui amène. Si il rentre beaucoup d'oxygène dans un muscle par les artères, justement, et qu'il en ressort encore beaucoup, si c'est une passoire, c'est pareil. Là, on parle, c'est la base, de toute façon, presque, ça va être l'air. De toute façon, on en a besoin pour vivre. Quelques petits efforts qu'on peut se permettre de faire sans oxygène, mais ça ne dure pas très longtemps, puisqu'on se rend compte que, et peut-être que ça pourrait être l'objet de notre entretien, mais la vision que l'on a, alors c'est qu'on essaye de démocratiser des filières énergétiques, parce que comment on produit l'énergie, et on parle toujours, on essaie de dire, voilà, il y a des efforts que l'on fait sans oxygène et d'autres que l'on fait avec de l'oxygène. Mais même ce que l'on fait sans oxygène, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut quand même de l'oxygène dans le cytoplasme musculaire et dans la myoglobine. Donc, l'oxygène, il est quand même toujours là. Il faut bien le savoir. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. C'est intéressant. J'avais fait une présentation à ce sujet-là il y a plus d'un an maintenant sur ma chaîne YouTube et récemment, je me suis replongé dedans et j'ai essayé de tout mettre à jour. Et c'est vrai que, par exemple, en parlant de phosphocréatine, le lien entre les niveaux de phosphocréatine et d'oxygène, ils sont forts. Et il n'y a pas qu'une étude qui l'a montré, il y en a énormément, que ce soit dans l'utilisation, que ce soit dans la disponibilité, que ce soit dans la possibilité de contraction musculaire avec ou sans oxygène, la resaturation et la récupération de phosphocréatine. Donc, même pour cette filière dite anaérobie alactique, on a un couplage avec les niveaux d'oxygène disponibles qui est important et dont on peut simplement pas l'ignorer, quoi. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu as dit. On parlait de la filière phosphagène, donc de la phosphocréatine. Donc, cette filière que l'on nous a vendue, non pas qu'on nous a vendue, mais que l'on a voulu, du moins, vendre pour expliquer, parce qu'à un moment donné, il faut expliquer des choses. Il faut expliquer rapidement
simplement des choses très complexes. Donc, il y a un parti pris. Et des fois, dans un parti pris, on accepte de dire des choses presque fausses pour que 80% du message soit compris. Et dans cette filière de phosphocréatine, on sait que c'est une filière qui est très puissante parce qu'elle dispose de toutes les ressources de substrat énergétique au niveau endogène, donc il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Les réactions sont très rapides au niveau chimique. On a un débit de puissance qui est maximal, mais par contre, on a des réserves qui sont très très petites, hein, c'est de l'ordre de 5-6 secondes. Et puis, on sait que pour la recharger, il faut au moins 2 minutes 30 quasiment. Et un truc qui est hyper intéressant là-dessus, et que l'on sait maintenant, parce qu'on peut monitorer grâce à l'oxymétrie, on sait qu'en deçà d'un certain seuil d'oxygène musculaire, la replétion va être beaucoup plus lente. C'est-à-dire que, imaginons, je prends un exemple. Si on arrête l'effort à 20%, quand il reste 20% par exemple, versus si on l'arrête et il reste 5%, ça va être beaucoup plus rapide, exponentiellement parfois, à 20% qu'à 5%. Ça dépend aussi des muscles et du groupe musculaire. Évidemment, de l'entraînement de l'athlète, évidemment. La phosphocréatine, c'est quelque chose que l'on n'a pas en grande quantité. Parfois, il y a des apports exogènes qui peuvent être effectués grâce à la micronutrition en fonction de l'objectif qu'on a. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parlait des filières énergétiques. Et au début, on nous a fait croire, par exemple, je ne veux pas dire qu'on nous a fait croire, on a fait croire aux gens parce qu'on a voulu prendre le parti pris de la simplification qu'un 100 mètres, je prends l'exemple du 100 mètres, c'est facile, tu vois. Du start jusqu'à 4 secondes, on était sur la filière des phosphagènes. Ensuite, on passait sur la filière glycolytique jusqu'à l'arrivée. Et si on prenait par exemple 1500 mètres, comme ça on va continuer, et ensuite on passait sur la filière, ce qu'on appelle oxydative, donc dite aérobie. En pensant que les deux premières se sont complètement éteintes, hein, alors que c'est totalement faux. Parce qu'à chaque cycle, à chaque mouvement, les trois fonctionnent en même temps. Quand tu cours à chaque appui, tu as la filière des phosphagènes qui fonctionne sur un instant bref du muscle. Et d'ailleurs, quand on arrive à isoler cela, quand on arrive à avoir un muscle suffisamment puissant, à avoir une gestuelle suffisamment précise, ça on peut le monitorer grâce justement aux tests VO2, aux échanges gazeux, que l'on couple avec des plateaux de pression, avec des capteurs de puissance, justement, où en fait on associe le rendement mécanique au coût énergétique à l'effort. On arrive à chercher le rendement optimal. On se rend compte qu'en réalité, sur chaque foulée, un athlète qui va développer des qualités spécifiques au niveau, par exemple, des gastronémiens, donc des muscles du mollet, au niveau du tendon d'Achille, un athlète qui va avoir du pied, qui va être capable d'exercer la bonne poussée dans la bonne angulation avec la bonne position du buste, il va améliorer son rendement mécanique nettement grâce à l'action de gravitation au moment inertiel de l'effort. Mais on se rend compte qu'un athlète d'endurance, moi par exemple, si tu me poses la question, est-ce qu'un gars qui fait du semi-marathon ou de l'Alpha Ironman, de l'Ironman, 10 km, est-ce que tu vas l'entraîner comme un sprinter? Je vais te dire, ouais, il y a certaines séances que oui, bien sûr, parce que c'est hyper important justement, et c'est pertinent de le faire comme ça. Donc, c'est vraiment, la performance, c'est vraiment une approche très globale, c'est un pulse où il faut avoir toutes les pièces et dans le bon ordre, bien les coller, pour espérer avoir la même image qu'on avait sur le carton quand on était allé dans le magasin pour acheter le beau paysage. Ouais, exactement. Un truc que tu as dit qui, je pense, est fondamental. En tout cas, moi, ça a changé la façon dont je percevais les filières énergétiques parce que pour moi, ça restait un concept un petit peu flou. Tu as des filières dans le corps, elles fonctionnent à un certain moment donné. Mais je pense que quand tu remets l'église au milieu du village et que tu te rends compte que les filières, en fait, elles fonctionnent dans des fibres musculaires, dans des cellules et que l'activation de ces fibres musculaires, elles vont dépendre de l'intensité de l'effort, de la force produite, comme on le connaît avec le principe de taille. Et ben simplement se poser cette question-là, quelle fibre je vais recruter pour quel type d'effort, à quelle intensité, quelles sont les stratégies énergétiques des différents types de fibres musculaires. Déjà, là, ça t'apporte une réponse de contextualisation de ces différentes filières dans un effort donné, plutôt que de simplement avoir une vision très abstraite des filières énergétiques avec certaines filières qui fonctionnent à un instant T dans le temps.
Je suis assez d'accord avec toi. Et toi, tu es quelqu'un qui vient plutôt des sports type musculation, des choses comme ça, ce qu'on avait parlé. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Hein. J'ai fait de l'haltéro, j'ai fait beaucoup de rameurs, j'ai fait du rugby, j'ai tout fait. J'ai fait l'intermittent entre les deux, j'ai fait de l'endurance, enfin si on peut appeler le rameur de l'endurance. Et après, j'ai fait aussi de l'haltéro. Donc, j'ai pas touché à tout, mais j'ai touché à tous les côtés du spectre, on va dire. Moi, je me suis beaucoup inspiré et je m'inspire beaucoup en fait des travaux qui sont faits en haltérophilie et en Mm. musculation parce que ce sont des gens qui sont très très pertinents, qui vont très très loin dans le muscle. Et alors, je suis à contre-pied totalement, j'étais à contre-pied totalement du courant bien pensant il y a 2-3 ans dans les sports d'endurance où je disais, mais c'est bien de considérer la production énergétique dans son ensemble par rapport aux filières, etc. Mais ce que je considère, c'est que c'est quand même le muscle qui va exécuter le mouvement. Donc, si on s'intéressait plutôt à la qualité du muscle aussi, qu'est-ce qui s'y passe dedans? Et j'ai beaucoup travaillé sur la synchronisation des unités motrices, sur tout ce qui va être l'aspect neuromusculaire, l'aspect commande, l'aspect nerveux, qui est hyper important. On se rend compte des gains, la réduction du coût énergétique. Par exemple, grâce aussi au monitoring actuel, à vélo, par exemple, même en course à pied, on arrive à le faire. Et on part des fois des hypothèses un peu folles. On dit, et si on arrivait à désignaliser un groupe musculaire pendant un laps de temps de pédalage au profit d'un autre, et si on profitait de cette désignalisation pour recharger le muscle qui se repose pendant que l'autre travaille, et avec un peu de chance, quand l'autre arrête de travailler, est-ce que celui-là se sera assez rechargé pour pouvoir prendre le relais? Est-ce que ce dispositif-là pourrait fonctionner hors, on va dire, dispositif oxydatif traditionnel? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser de l'énergie musculaire, du glycolytique par exemple, pour arrêter d'utiliser les muscles juste au moment où les métabolites qui commencent à créer, donc les déchets, vont devenir délétères et passer sur une autre filière, par exemple, repasser entre guillemets, on va dire, sous le SV2, donc avec un coefficient respiratoire plus bas, pour recycler ces métabolites, par exemple. On arrive à switcher dans les choses formidables. Et par exemple, en ce moment, j'ai eu une petite avarie de santé avec le Covid qui m'a généré une cécité importante de ma capacité ventilatoire, parce que j'ai perdu un poumon en réalité. Donc, bon, voilà, ça fait ça, tu vois, au moins comme ça, tu te dis, bon, mais du coup, je vais vraiment aller du côté musculaire. Ouais. Et coupler le rendement mécanique, l'efficience mécanique d'un coup de pédale, par exemple, de se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand on pédale? Comment optimiser le cycle de pédalage? Parce que dans ma spécialisation, il y a la micronutrition, mais il y a aussi la biomécanique du mouvement en course à pied, en réalité. Voilà. Et dans la biomécanique du mouvement en course à pied, il y a des choses qu'on retrouve à vélo. Et j'ai pu donc développer à la base de façon empirique et émettre des hypothèses que j'ai essayé de vérifier dans un premier temps sur le cycle de pédalage, la façon de pédaler, couplée à la signalisation, à la désignalisation de certains muscles que j'avais déjà travaillé auparavant, que ça fonctionnait. Et on se rend compte qu'au final, tu vois, ce petit truc-là, ce petit protocole qu'il faut travailler parce que ça change le pattern total de pédalage. C'est quasiment en moyenne entre 30 et 35 watts au SV2. Ce qui est énorme. Oui, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme. Et là, comme je dis souvent, tout le monde a des capacités physiologiques qui sont différentes, surtout prises à un instant T en fonction du passé qu'on a. Donc, on va dire que deux individus ne vont pas avoir les mêmes chances en suivant les mêmes entraînements. Au niveau du développement, on va dire, purement VO2. Par contre, sur ce type de travail-là dont je te parle là, si tu l'exécutes, les gains seront identiques. Alors évidemment, on coupe ça avec un travail spécifique en musculation. Quand on recherche de la force max, on va chercher à être capable d'exercer un débit de puissance maximale à un moment donné pour diminuer le temps de travail, parce que ça paraît bête, mais plus tu vas réduire, on va dire, la durée de ton effort, augmenter son débit sur une instantanéité, sur un coup de pédale, sur une position
et moins tu vas générer de déplétion énergétique. Plus tu vas coupler une efficience mécanique à optimiser la poussée dans le pédalage sur un bras de levier optimal, dans une angulation optimale. Les gens pédalent la pointe en bas, le talon en l'air. C'est complètement une hérésie. C'est complètement une hérésie. Pourquoi c'est une hérésie? C'est une hérésie parce que si tu devais pousser un pneu, par exemple, que tu fasses du crossfit et que tu devais pousser un gros pneu, tu vois, est-ce que tu te mettrais derrière le pneu, presque perpendiculaire, on va dire, à la tangente du pneu par rapport au centre de gravitation de la Terre, ou est-ce que tu te mettrais à l'avant du pneu avec les bras par-dessus, tu sais, un petit peu comme ça, là, en train d'essayer de le faire rouler vers l'avant? Alors, attends, je ne sais pas si tu me vois. Tu essaierais de faire comme ça pour le faire avancer, ou tu essaierais de faire comme ça pour le faire avancer le pneu? C'est pareil pour le vélo. C'est pareil, tu vois, c'est un détail, mais qui fait que quand on arrive, on parlait de monitoring jusqu'où on peut aller, après on va monitorer avec l'oxymétrie quand on couple on va dire l'efficience mécanique couplée avec ce que je te parlais, la signalisation et la désignalisation de certains muscles, pédaler par exemple quadri, et puis après pédaler ischio-mollet, avec un verrouillage grâce au tendon d'Achille, mais dans lequel il faut avoir développé des qualités spécifiques pour qu'il soit capable d'être verrouillé dans une position et d'être souple dans le retour. Mais garder cette souplesse pour pouvoir ramener un talon plutôt à plat dans le cycle de pédalage sur le point mort, quand on va passer au point mort haut, et ensuite rebasculer la pointe on va dire, du pied, donc le talon vers le bas, pour vraiment appliquer la force maximale et utiliser le bras de levier que nous donne notre pied également. Parce que quand on pédale, on est sur une liaison pivot de l'axe de rotation du pédalier qui est lié à la pédale, qui est un satellite. Et on a cette chance de pouvoir aussi utiliser de l'angulation de la pédale, mais il faut l'utiliser dans le bon sens. Mais tout ça, ce sont des... Tu vois, quand on parle de performance, on peut en empiler des choses. Et quand on dit jusqu'à où je peux progresser, jusqu'à ce qu'on découvre des choses qui nous permettent d'aller toujours plus loin demain qu'aujourd'hui. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, il nous reste encore 9 minutes ici. Je sais que tu as une journée qui est bien chargée. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la micronutrition, une de tes autres spécialités. Donc, peut-être, vu qu'on n'a pas énormément de temps, donne-nous déjà pour commencer ta perspective de manière générale sur la micronutrition, son importance autant dans la santé que la performance, et puis on partira de ce point-là. Alors, c'est pareil, tu vois, j'aime bien partir du général et partir presque avec un petit peu une position à contre-pied de ce qu'on attend de moi. Je vais te dire, moi, je suis contre la micronutrition, totalement. Voilà. Et maintenant que j'ai dit ça, je vais te dire pourquoi, et tu vas comprendre. Pourquoi je suis contre la micronutrition? Je ne suis pas contre la micronutrition, évidemment, parce que la micronutrition, c'est déjà quelque chose que l'on fait au quotidien, tous, puisque tu as des macronutriments, protéines, glucides, lipides, et tu as des micronutriments qui sont contenus dans les aliments qui contiennent ces macronutriments. Bon. Mais quand on parle de micronutrition, on parle plutôt de ce qu'on appelle de compléments alimentaires, d'apport exogène au bol alimentaire traditionnel. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que combien de personnes ont les apports contextualisés simplement à leurs besoins nutritionnels de base. Déjà, c'est la première des choses. Couvrons nos besoins alimentaires. Malheureusement, comme il n'y a pas d'éducation alimentaire, c'est n'importe quoi. Si on a une personne traditionnelle qui pratique une activité physique modérée, adaptée à son âge, sexe, condition, et qui aurait les bons apports en macronutriments, on va considérer qu'il soit normalement riche, c'est-à-dire qu'une pomme contienne réellement les vitamines qu'elle devrait avoir. Il n'a pas besoin de compléments alimentaires. Parce que j'ai un coup de gueule contre ça, parce que j'ai écrit plusieurs articles dessus. Aujourd'hui, sur Internet, on a des néo-coachs sportifs avec le confinement, il y en a de partout, spécialistes nutrition, retour de l'être bien-aimé, fortune, chance, et voilà, et revendeurs Herbalife. Pour moi, on va dire, le complément alimentaire, c'est un complément. Déjà, premièrement, couvrons les besoins du quotidien. Ensuite, s'il y a des carences, il faut les déterminer, les identifier. Comment? Alors, il y a des signes extérieurs, des symptômes,
que l'on peut avoir, mais il y a une façon simple, quand on a des doutes, c'est de faire un bilan hématologique, biochimique, qui peut laisser déjà apparaître des carences. Si, je dis bien si, à ce moment-là, il y a des carences qui apparaissent, alors, et que l'on est, on va dire, sur les apports du quotidien vraiment carrés, alors oui, il y a de quoi aller très loin en micronutrition, mais déjà, ce qu'on appelle le 20-80, même je dirais le 10-90, c'est l'alimentation du quotidien. J'insiste là-dessus, il n'y a pas d'éducation alimentaire. Alors, je ne sais pas en Suisse, mais en France, c'est une catastrophe, même dans le monde, en réalité. C'est plutôt les civilisations, je dirais, allez, tout ce qui va asiatique, qui ont une approche beaucoup plus holistique de l'alimentation. Et chez eux, c'est plus culturel, mais chez nous, c'est vraiment une catastrophe. Et ça va être de pire en pire. Je travaille avec la Fédération française de diabétologie, notamment. Il faut quand même savoir que dans peut-être 5-6 ans, il y aura la moitié des Français qui seront diabétiques de type 2, quoi. C'est une catastrophe. Donc, pour moi, les connaissances de base alimentaire sont essentielles. On va dire les besoins nutritionnels de base. Ensuite, évidemment, en fonction, alors on va considérer qu'ils sont couverts, ceci, et ensuite, en fonction du sport cible, évidemment qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes. On parlait par exemple d'apport en créatine, qu'on peut coupler par exemple avec d'autres substances comme le HMB qui, ponctuellement, dans des phases d'entraînement très importantes, permettent d'aller un petit peu plus loin. En fait, ce qui est vraiment important dans le complément alimentaire, c'est d'identifier clairement la carence. Premièrement, une fois qu'elle a été identifiée, c'est de déterminer la stratégie nutritionnelle que l'on cherche à développer, que l'on va avoir avec l'apport, on va dire, exogène de cette substance. C'est vraiment très important. C'est comme toutes les manipulations biochimiques. On parle de jeûne intermittent, on parle de train low, de low carb, de toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui utilisent on va dire, ces concepts comme des recettes miracles de régime pour perdre du poids, parce que c'est le mal du siècle. Les gens mangent mal depuis 20 ans et ils veulent perdre du poids en 15 jours. Tout changement que l'on veut durable sur le corps nécessite du temps. Il faut quand même bien le savoir et pas se mentir. Une stratégie nutritionnelle, ça demande à être maîtrisée. Elle a une date de début, elle a une date de fin. On sait clairement ce que l'on en attend et ce que l'on va développer. J'insiste sur ces choses-là. Tu vois, là, je ne parle pas vraiment comme quelqu'un qui va optimiser la performance. Je parle plutôt comme quelqu'un qui s'adresse à l'ensemble de la population, parce que derrière chaque athlète, il y a un homme, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pas, l'important, c'est d'abord de nourrir l'homme et ensuite, tu optimises l'athlète. Mais les 80, c'est quand même l'homme qu'il va falloir travailler. J'ai ce message de vigilance. Ne cédez pas aux tentations, aux sirènes de tel produit va vous apporter telle chose. Les produits miracles, ça n'existe pas. Il n'y a pas de produit miracle. C'est comme la supplémentation. 80% des apports du quotidien doivent être apportés par le bol alimentaire. Ne faites pas cette erreur. C'est vraiment, 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 vraiment important. J'insiste parce que la santé, pour moi, est au centre toujours de l'approche que je peux avoir, même dans la performance. C'est la santé d'abord. Parce que c'est complètement faire fausse route que de penser qu'on peut déroger sur la santé pour gagner en performance. Parce que ça ne va pas aller très, très loin, de toute façon. Ouais, la santé reste sous-jacente à la performance, comme tu l'as bien illustré ici. Cyril, peut-être pour que les auditeurs et les personnes qui nous regardent puissent repartir avec quelque chose d'extrêmement pratique pour terminer cet entretien, si je te donne, allez, 1 minute pour donner le b.a.-ba de la nutrition pour la santé pour tout un chacun, on terminera là-dessus. Alors, je vais être très rapide. Essayez de structurer vos repas. Essayez de vous intéresser à l'indice glycémique des aliments. Essayez de manger des aliments le moins transformés possible, le plus brut possible. Croyez-moi, c'est quand même relativement simple. Mangez des céréales, pensez aux céréales complètes, pensez à l'orge mondée, pensez au quinoa, pensez aux petits épeautres. Pensez à manger des légumes, c'est vraiment important. Pensez aussi à boire. L'apport à protéines est essentiel à chaque repas. Le petit déjeuner, c'est important. Faites attention, arrêtez toutes ces céréales raffinées, pleines de sucre, les miel pops, les choc à pic et tout ce qui nous empoisonne.
Si vous avez un investissement à faire dans votre vie, faites-le sur votre corps. Vous êtes tous comme moi destinés à mourir dans votre corps le plus tard possible, je vous le souhaite sincèrement. Mais jusque-là, il est votre hôte. Apprenez à vous en servir. Vivez mieux jusqu'à votre mort. Et la meilleure formation que vous pouvez faire, c'est de quoi mon corps a besoin. Je mange et je serai ce que je mange. Arrêtons de simplement nous alimenter et commençons à nous nourrir. J'insiste, ça veut dire que je suis un petit peu un rabat-joie. Après, je ne dis pas qu'il faut être un ascète. Je dis, connaissons nos besoins nutritionnels, connaissons la ligne, en fait, connaissons la médiane. Parce que si on la connaît, on pourra faire des petites entorses, mais on saura toujours de combien on l'a faite et on saura comment y revenir à cette médiane et à notre besoin, on va dire, moyen pour notre corps. Cyril, tu as très, très bien rempli la tâche de faire ça vite et très, très bien d'ailleurs sur le point nutrition. Je veux te remercier d'avoir participé au podcast. C'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent suivre ton travail? Bah, écoute, déjà, merci premièrement de m'avoir invité. C'est très gentil. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et tu sais qu'on s'est parlé, pas dans ce cadre-là au tout début, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui, bien sûr. Où c'est qu'ils peuvent me retrouver? À la limite, j'essaye sur la page HNS Performance qui est sur Facebook de démocratiser les bonnes pratiques alimentaires, de tordre le cou aux idées reçues, d'essayer de passer au révélateur de la science toutes les conneries qu'on entend et de faire que les gens puissent acquérir un savoir nutritionnel, parce que savoir, n'oublions pas, savoir c'est choisir. Et ne pas savoir, c'est subir. C'est vrai dans la nutrition, mais c'est vrai dans absolument tous les domaines de la vie. Cyril, merci beaucoup à toi et je te dis à tout bientôt. Je te remercie, je te souhaite de bonnes fêtes si je ne t'ai pas d'ici là et bonnes fêtes à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!